Direct Gestion, deuxième partie du débat, toujours en compagnie de Joseph Alfonsi, le directeur général de LGA Investissement Associé, et Pierre Bismuth, directeur des gestions de Myria AM. On va parler de la Fed, on a beaucoup parlé de la BCE, d'une banque centrale à l'autre. Janet Yellen est attendue le 15 et 16 mars. Tout le monde s'attend à un statu quo, pas tout le monde. Pierre Bismuth, vous êtes contrariant. Je ne suis pas contrariant, mais j'avoue que je pense qu'il y a une probabilité non nulle à ce que la Fed remonte ses taux quand on voit notamment la transmission de l'inflation au travers des niveaux des salaires. Comme Joseph l'a très bien dit, c'est vrai que les chiffres américains sont plutôt bons, même si on a parfois des petites déceptions. On a des chiffres de l'emploi qui sont extrêmement forts. On a un taux de chômage à 4,9%, un taux de participation à l'emploi qui n'a plus rien à voir avec celui de 2007, mais qui est en légère hausse à 62,9 contre 62,7 le mois précédent. Et on a des pressions inflationnistes salariales qui sont plus évidentes, même si des gérants américains les voyaient déjà il y a 2 ans. Plus 2,4, 2,5 en rythme annuel, sauf que sur le dernier chiffre la semaine dernière des créations d'emplois, on a vu que ça baissait un petit peu. Du coup, on est partagé. C'est vrai que sur le papier, l'emploi va bien, donc Janet Yellen devrait continuer à remonter les taux. L'inflation remonte. Est-ce que c'est de la bonne inflation, pas de la bonne inflation? Est-ce que c'est de l'inflation due au regain des matières premières ou aux pressions salariales? C'est ça la question. C'est vrai, mais en tout état de cause, on va dire que l'économie américaine est sur un rythme avec une inflation proche de la cible des banquiers centraux américains. En tout cas, c'est pas le cas des points morts d'inflation qui sont donnés par le marché. Mais on a le sentiment, quand on parle avec des Américains, que finalement l'économie américaine n'est pas en bout de cycle. Alors que nous, en Europe, on a plutôt l'impression qu'elle s'essouffle. C'est ce qui était pricé, en tout cas en début d'année, on s'est dit, oulala, en plus cyclique, tous les 7 à 8 ans, voilà, il y a une nouvelle crise. C'est ça. Vous n'y croyez pas? Et du coup, est-ce que vous pensez vraiment que Janet Yellen pourrait appuyer sur le bouton rouge une nouvelle fois, remonter des taux dès la semaine prochaine? En tout cas, ce qu'elle a dit l'année dernière, c'est que elle s'était piégée avec sa remontée des taux d'ici la fin de l'année. Elle a remonté en décembre en donnant finalement une forward guidance de 4 hausses des taux d'ici à la fin 2016. Bon. Ce qui me semble délicat, c'est que, comme elle l'a dit en décembre, certes, on n'a pas des chiffres économiques qui font que l'économie mondiale est en meilleure ou en moins bonne santé qu'en décembre. Et on n'a pas de chiffres économiques qui prouvent que l'économie américaine est en moins bonne santé ou en pire santé qu'en décembre. Donc on a un petit sujet de crédibilité. La deuxième chose, c'est que si en décembre, elle dit finalement on va monter les taux 3 ou 4 fois dans l'année et qu'elle ne le fait pas, je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne nouvelle pour les marchés. Donc je pense que la probabilité est non nulle qu'elle remonte ses taux. Moi je trouverais ça plutôt bien une remontée des taux parce que ça voudrait dire que la Banque centrale américaine a véritablement confiance dans l'économie. A contrario, si elle ne remonte pas, ça peut engendrer une nouvelle fois pas mal de volatilité, comme on l'a vu en septembre. En septembre, il y a eu un soupir de soulagement quand elle n'a pas monté ses taux, et puis badaboum derrière. Ouais, ce sera les petites phrases du coup qui vont être très attendues également de Janet Yellen, 15 et 16 mars prochain. Vous êtes d'accord avec le constat de Pierre Bismuth, là justement, sur ce que pourrait nous raconter Janet Yellen? Alors sur le constat, je suis d'accord. Après, sur le calendrier et le rythme, la Fed a le calendrier à sa main. Est-ce qu'elle relèvera maintenant? Alors, il y a eu quand même des événements qui sont venus un peu contrarier le scénario, puisqu'effectivement, en décembre, on était parti pour 4 relèvements sur l'année 2016. Le marché pricait entre 2 et 4 selon la période, sauf qu'entre-temps, on a eu tous ces remous et cet effondrement boursier qui, quelque part, peut être apparenté à une forme de resserrement des conditions financières et monétaires générales, et la Fed, sans doute, en tiendra-t-elle compte, mais malgré tout, quand on regarde le 2 ans américain, qui est un proxy, finalement, ou en tout cas un indicateur, on a vu effectivement que, globalement, on est passé de 1,10, on est redescendu très bas. Ça veut dire que la probabilité de voir la Fed relever ses taux était tombée
tombé subitement suite aux événements et aux troubles financiers de ce début d'année. Et puis, depuis quelques temps, pour revenir à ce que vous disiez, on voit le 2 ans américain qui recommence à se tendre. Donc, quelque part, la probabilité de voir la Fed relever plus tôt que prévu, et pourquoi pas, dès le mois de mars, ses taux, revient un petit peu sur le devant de l'actualité. Alors, le fera-t-elle ou pas? Ça, on ne peut pas le savoir, parce que si elle ne le fait pas maintenant, elle peut le faire plus tard. Elle a quand même un petit peu de marge de manœuvre. Mais effectivement, pour conclure, imaginons que la Fed relève ses taux. Personne ne pourrait dire qu'elle a pris le marché par surprise, puisqu'elle l'avait dit qu'elle le ferait. Et quelque part, ça pourrait être également un signe de confiance envoyé au marché. On sait que la confiance est un événement important, enfin est un élément important à la fois pour la crédibilité des banquiers centraux, mais même pour l'économie, pour les marchés financiers et au-delà pour l'économie. Donc, qu'une banque centrale essaye de redonner un peu confiance, je pense que même si ça n'est pas inscrit dans ses statuts, ça fait partie de sa mission. Oui, et au-delà d'arrêter, d'essayer de stopper ces politiques monétaires non conventionnelles, hein, exceptionnelles, mais qui, voilà, maintenant ça fait pratiquement 7-8 ans, bientôt 10 ans que ça dure, depuis la dernière crise. Oui, c'est peut-être la nouvelle norme. Là, voilà, on reprendrait sur des taux positifs. On se redonne des marges de manœuvre, d'autant plus que les marchés américains font, depuis le début de l'année, le Dow Jones doit être à -1, le S&P à -2, donc on voit quand même une résilience des marchés américains qui sont de toute façon beaucoup moins volatiles que les marchés européens. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait sur les portefeuilles? On a parlé de volatilité tout à l'heure. Est-ce que c'est tous aux abris ou au contraire, voilà, il y a des choses qui peuvent résister? Sur quoi vous êtes positionné? Vous nous avez parlé tout à l'heure de vos analystes, quant, etc. Qu'est-ce que ça raconte en ce moment? Nous, on est sur les portefeuilles. On est globalement au niveau des benchmarks concernant l'exposition à actions. Par contre, ce qu'on regarde véritablement, c'est tous les jours, non seulement le niveau de volatilité, et toutes les semaines, quelles sont les tendances, est-ce qu'on est en tendance haussière ou en tendance baissière. L'idée, c'est d'avoir une allocation d'actifs fortement constructive, hein, sur notamment les marchés européens, parce que les marchés européens sont moins efficients que les marchés américains, donc plus simple pour réaliser des performances au-delà des indices de référence. Et comme nous, notre vision, c'est que on peut toujours passer en mode de captage d'alpha, à savoir avoir des fonds investis, mais par contre couvrir via des dérivés pour extraire la surperformance des fonds. On est tout au niveau des indices et on est prêt à couvrir ou à se réexposer en fonction des niveaux techniques. Mais on peut être très mobile jour par jour. Bon, Joseph Alfonsi, vous gérez un fonds dont on a beaucoup parlé sur cette antenne, Asset Picking. C'est un fonds de fonds. Cette société de gestion vous transmette un des meilleurs fonds de leur gamme, celui qu'elles estiment qui va performer ou surperformer dans la période. Elles étaient beaucoup, ces sociétés de gestion, notamment sur les obligations convertibles. Autant que je m'en souviens, il y avait 2 sociétés qui étaient là-dessus. Est-ce qu'il y a eu des changements? Je crois que la modification du fonds peut intervenir dès la fin du mois. Alors oui, la rotation est partie, puisqu'on a envoyé le top départ de la rotation. On aura les réponses jeudi prochain. Donc jeudi prochain, sur les 7 sociétés de gestion qui sont partie prenante dans la gestion du fonds, ça va nous donner le pouls un petit peu du marché, puisqu'on va voir dans le contexte actuel si effectivement elles tiennent leur position ou si au contraire elles changent leur fusil d'épaule. Pour revenir à ce que vous disiez, on a eu un tir groupé sur les obligations convertibles sur la seconde partie de l'année 2015, et puis on a eu des décisions un petit peu, on va dire, divergentes lors de la dernière rotation, puisque certaines sociétés ont profité de la baisse le 22 janvier pour revenir sur des actions, et d'autres au contraire ont profité pour réduire encore plus et réduire la voilure. Donc on voit bien qu'à un instant T, en ayant à disposition les mêmes éléments, on a des positions et des choix, des décisions tout à fait différentes. Donc ça va être très intéressant de voir la semaine prochaine quel sera le résultat de cette rotation. Pour notre part, en ce qui concerne notre gestion, il est vrai que on essaye de s'en remettre, de s'extraire un petit peu des remous quotidiens
quotidien de s'en remettre aux fondamentaux, en se disant que d'une manière ou d'une autre, les marchés reviendront aux fondamentaux. Alors, c'est pas toujours simple, parce que quand ça bouge comme ça a bougé et quand ça baisse, ça fait très mal dans les portefeuilles. Mais voilà, finalement, on n'a pas d'autre choix lorsqu'on fait de la gestion d'actifs, à moins de faire vraiment du trading, et là c'est autre chose, chacun a ses modèles sur lesquels s'appuyer, mais lorsqu'on fait de la gestion d'actifs, quelque part, d'une manière ou d'une autre, il faut revenir aux fondamentaux. Alors après, on peut avoir une perception différente d'une société à l'autre de gestion, il y a des perceptions différentes de l'état du cycle et du stade du cycle dans lequel on est. Mais je pense qu'il faut s'en remettre aux fondamentaux pour éviter d'être ballotté et puis justement de prendre, comme vous le disiez, des portes de saloon qui font très mal. Ouais, on peut se demander qui n'en a pas pris hier quand on était sur les marchés, puisqu'il y en avait pour tous les goûts. Enthousiasme et ensuite déconvenu. Si on sort un peu des sentiers battus justement en termes d'allocation, les gérants nous disent voilà, c'est la zone euro, c'est les actions qu'il faut privilégier. Est-ce qu'il y a d'autres types d'investissements possibles, même en termes de zone géographique Est-ce que c'est enfin le retour des émergents? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que vous avez un avis là-dessus, Pierre Bismuth? Nous, on est très exposés sur les marchés actions européens parce que c'est les plus simples à couvrir, et uniquement pour cette raison. C'est sûr que si on a un horizon de temps très long, les actions américaines sont toujours à privilégier puisque c'est, une fois de plus, le marché le moins volatile. Sur les émergents, j'avoue que le retour en grâce du Brésil peut être dû à l'arrestation de certains représentants politiques et la flambée du réal qui s'en est suivie est difficile à prévoir. Sur les émergents, encore une fois, il y a tellement de déséquilibres et on n'est pas spécialiste de la zone. C'est vrai que si on avait une croissance mondiale en amélioration, pourquoi pas. Là, on voit que toutes les prévisions de croissance se réduisent. C'est très compliqué d'aller jouer les émergents. Notre classe d'actifs, bon, sur les obligations, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, sur les obligations, on s'aperçoit que les obligations, ça marche très bien, malgré des taux, puisque les taux n'en finissent pas de devenir négatifs. Mais par contre, on a une asymétrie des perspectives de performance qui sont assez délicates. Voilà, s'il y a un coup de tabac, vous éliminez toute la perf pour peut-être des années. Exactement. Donc, ce qu'on privilégie, c'est effectivement les fonds de performance absolue, donc notamment les long short actions, puisque dans ce contexte de marché troublé, c'est vrai qu'on a des vraies dispersions de performance, on a des vrais géants en tant que multigérants, on peut s'appuyer bien évidemment sur des gestions externes et c'est ce qu'on fait tous les jours puisque au moins 95% des fonds investis sont des gestions externes. Et c'est vrai que sur les différentiels de performance, on trouve des gérants qui arrivent à exploiter en fait ces inefficiences de marché. Bon, Joseph Alfonsi, pour ceux qui nous regardent, là, le mot de la fin, il nous reste une minute. Qu'est-ce qu'on peut dire après cette ultra volatilité, retour aux fondamentaux, prudence pour l'instant? Oui, non, je reviens sur deux petites choses sur les marchés, sur à la fois les zones géographiques et les thématiques et les classes d'actifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, la classe obligataire, ça fait des années qu'on dit que c'est fini, mais à chaque fois on va plus bas, sauf que là, il y a une asymétrie des risques. C'est-à-dire que vous l'avez dit, non seulement c'est plus rémunérateur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rendement, mais en plus, le risque est très important, parce qu'en cas de coup de grisou, là, pour le coup, il y a une perte en capital immédiate. Donc, la classe d'actifs obligataire, qui a toujours été un peu la classe d'actifs refuge, ne l'est plus. Et ça, c'est une nouveauté, et les gérants, je reviens à ce que vous disiez, vous avez tout à fait raison, il faut chercher des moteurs de performance de substitution, notamment les long short, les market neutral, les fonds de stratégie, et on en voit fleurir un petit peu sur la place, parce que les gérants cherchent la clé. Bon. Et la deuxième chose, par rapport aux zones géographiques, vous parliez du Brésil, mais prenons la Chine par exemple. Vous savez, il y a des données de marché qui font peur, comme par exemple les mouvements de change et les réserves de change de la Banque de Chine qui baissent. Mais j'observais depuis quelques temps un petit peu ce qui se passe en Chine, et c'est assez drôle parce qu'il y a eu énormément de sorties de capitaux, ce qui a effrayé tout le monde et ce qui a appuyé sur le yuan, mais en fait les sorties de capitaux, les deux raisons principales, si on s'en tient aux spécialistes qui travaillent sur la Chine, seraient le remboursement par les sociétés chinoises de dettes libellées en devises étrangères, donc ce qui signifie qu'il est plutôt une très bonne chose pour la Chine, et la deuxième chose, c'est l'achat par des sociétés chinoises de sociétés étrangères, ce qui en termes de croissance est aussi une très bonne chose. Donc vous voyez, la lecture et la compréhension des phénomènes de marché, notamment ces phénomènes de change qui ont impacté les marchés
marché via les devises pendant quelques temps, on s'aperçoit finalement que ce n'est pas forcément une si mauvaise chose qui se passe sur les mouvements de change et les mouvements de capitaux. Donc l'analyse est très difficile et il faut être très prudent avant de se lancer dans des conclusions hâtives et définitives. Bon, on aura l'occasion évidemment d'en reparler avec nos deux experts. Merci à eux, Joseph Alfonsi, donc le directeur de la gestion de LGA Investissement Associés, et Pierre Bismuth, directeur général et responsable de gestion de Myria AM. Merci de nous avoir suivis. Prochain débat, ce sera lundi, 9h30 à 10h. Pour l'heure, on va se reconnecter au marché. C'est l'heure de Direct Investisseur. Bonne journée à tous.